Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ces livres parce que je suis aussi chroniqueuse, comme tu le vois, et je te propose des gracieux ateliers d'écriture pour écrire avec moi. Tout est dans ma présentation à la fin de cette vidéo et sinon tu peux aller voir les liens en description. Aujourd'hui, nous allons parler de Eridan et les voleurs de lumière. Alors, pour parler du résumé, deux êtres que tout oppose. Eridan, jeune prodige du dessin et solitaire. Brunehaut, superbe musicienne dont la chevelure flamboie autant que ses talents pour le chant. Mais un ennemi va les réunir. La confrérie du basilic, sombre et dangereuse société secrète déterminée à maintenir l'humanité dans l'ombre et l'ignorance. L'innocence aussi, certainement. Ses disciples sont prêts à tout pour contrecarrer les projets de Brunehaut qui veut percer le secret de sa naissance grâce à son bracelet. Quant à Eridan, nouvellement arrivé sur le chantier du tombeau des rois, il est un obstacle éliminé. La confrérie fera tout pour l'empêcher de s'approprier l'art du verre et apporter la vérité de la lumière. Oh là là, la vérité de la lumière. Non, on va le remettre dans le bon sens. La lumière de la vérité aux hommes. La vérité de la lumière, pourquoi pas. Gardiens du sceau de la toute-puissance depuis la nuit des temps, ces gens ne reculeront devant rien pour arriver à leur fin. Et donc c'est une énigme médiévale qui envoûte en ouvrant les portes sur un... J'ai vraiment du mal, hein. Bref, on va recommencer. Plongez au cœur de cette énigme médiévale qui vous envoûtera en ouvrant les portes d'un temps passé, pas si lointain que ça. En effet, Moyen-Âge, c'est pas si vieux que ça, et c'est pas aussi obscur qu'on a pu le raconter jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Alors, que dire à propos de ce livre? Eh bien, déjà, j'ai eu ma petite dédicace parce que donc j'avais fait une photo avec Elisea en 2020 quand j'avais fait un premier tour à la foire du livre de Bruxelles. C'était juste avant le confinement. Il faudrait que j'essaie de retrouver la photo. D'ailleurs, j'essaierai de la mettre dans la vidéo. On va faire un petit pouit, comme ça, voilà, pour le peu de montage que je fais, j'essaierai de me rappeler que là, il faut que je reglisse la photo avec Elisea parce que elle portait un superbe chapeau. Et donc, j'en portais un aussi, donc il fallait qu'on fasse une photo. D'ailleurs, en parlant de mon chapeau, je vais donc te donner le baromètre de lecture, n'est-ce pas? Parce que voilà, j'ai tout le nécessaire. Et donc, quand je l'ai revu en 2023 à son stand, entre parenthèses, j'étais venue aussi exprès pour la retrouver. J'ai profité pour la saluer et pour lui acheter un livre qui est Eridan et les voleurs de lumière. Alors, je pense que je retournerai la voir pour la suite, parce que je pense bien qu'il y a une suite à ce roman. Et pour décrire un peu le roman, alors, il a été publié en 2018 et les illustrations sont de Thierry Nicholson, parce que tu vas voir que quand tu commences, rien que la première page, déjà tu as des illustrations et tu en as régulièrement comme ça tout au long du livre qui sont fort sympas et qui ajoutent aussi un petit côté très agréable à la lecture. Pour moi, ça a été écrit aussi à destination des ados parce que le vocabulaire est
est simple, et quand il n'est pas si simple que ça, que ce sont des termes un peu techniques, eh bien nous avons la petite explication en dessous. Ce qui peut être vachement pratique parce que on oublie après quand on est grand de nous mettre des petites explications comme ça. Parce que par exemple, un livre testamentaire, bah là, là, on va savoir que ça renvoie à un livre de Sugère, mais pour certaines lectures qu'on peut avoir, si on n'a pas forcément un dictionnaire sous la main, ça peut être pratique quand même d'avoir des petites annotations comme ça. Donc merci d'y avoir pensé, parce que voilà, moi, ça m'a évité d'aller chercher par moment des trucs où je me suis dit, bah ouais, mais attends, pourquoi il y a un petit mot là et tout. Ah bah oui, c'est vraiment ça. Et donc on a un côté historique et instructif. Alors pour moi, grande passionnée d'histoire, j'ai adoré bien sûr me plonger dans cette époque où on construisait des cathédrales avec des vitraux. J'ai appris plein de choses sur la fabrication des vitraux que je ne connaissais pas du tout. Donc ça, c'était vachement intéressant. Et donc, bah, j'ai voyagé aux côtés de ce jeune garçon, Eridan, qui commence son aventure par comment dire ça, par un gros drame, parce que bah, il est le fils d'un, alors c'est pas un équarrisseur parce que ça c'est pour la viande. Le père, il arrache les arbres et les souches. Et pum pum pum, je vais retrouver ça. Juste 2 secondes. Un essartier, voilà. Donc, bah, son père est essartier. Donc, en gros, pour résumer avec nos termes d'aujourd'hui, son père n'a pas de sous. Et puis, il y a les impôts qui viennent. Sauf que c'est pas les impôts comme nous, hein. Maintenant, voilà, tu payes pas tes impôts, tu as une grosse amende et tu dois payer plus. Là, non. Là, tu n'as pas de sous. Déjà, t'en prends une, au minimum, voire même, tu peux être dans un plus mauvais état. Et comme là, le père se rebelle parce que je me demande si les hommes ne veulent pas venir se servir sur sa femme ou un truc comme ça. Enfin, il y a une histoire comme ça où vraiment ils sont très très violents. Donc, du coup, bah voilà, le père se rebelle et il dit à Eridan, sauve-toi. Eridan sait bien ce qui va se passer par la suite, parce que, comme je disais, les gens des impôts étaient beaucoup moins... Alors, tendres, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment le terme pour les gens des impôts. Je n'ai rien contre les gens des impôts, mais en général, voilà, je m'amuse avec cette réputation de gens qui sont pas très agréables et qui, dès qu'ils regardent quelque chose, ils regardent, mais est-ce qu'il a bien payé ses impôts sur ce bien-là ou cette œuvre-là. Bref. Et donc, bah, il s'enfuit et il trouve une compagnie où il va se réfugier et il va commencer à dessiner. Et c'est là qu'il va croiser les pas et surtout la voix de Bruno, parce qu'il va aller dans une taverne. Alors, on est aussi à l'époque des compagnons. Alors, si tu connais pas les compagnons, bah, c'était des personnes qui apprenaient un art. Bon, bah, lui, notamment, Eridan, c'est l'art des vitraux. Et donc, après, ils doivent réaliser un chef-d'œuvre. Et en gros, la vie des compagnons, ce sont des gens qui vivent entre eux, qui ne vivent que pour leur art. Je ne crois pas qu'ils se mariaient, ou alors ils arrêtaient d'être compagnons et ils se mariaient, mais sinon ils devenaient maîtres et à leur tour, ils enseignaient à d'autres compagnons jeunes pour leur art, et comme ça, bah, ça se perpétuait au fur et à mesure des années, voire des siècles. Je crois que ça existe encore. C'est quelque chose c'est vraiment une toute petite niche, mais ça existe encore parce que bah, nous avons encore des cathédrales et des superbes œuvres d'art. Et bah, il nous faut bien des professionnels et des gens qui connaissent les techniques pour restaurer ces œuvres. Parce que, par exemple, je me rappelle une fois avoir vu une vidéo sur un tableau où la personne, elle était avec un tout petit pinceau ou un coton-tige pour passer comme ça tout doucement sur le tableau, pour retirer le vieux vernis, pour ne pas abîmer l'œuvre et pour après la remettre en état pour qu'on puisse continuer à l'admirer et qu'elle soit vraiment, qu'elle retrouve la beauté d'antan, enfin du temps passé, à l'époque où elle a été peinte. Et donc, cette personne, elle avait bien tout nettoyé et après elle repassait des petits coups de pinceau, mais très fins,
Il fallait retrouver exactement la bonne couleur pour que ça qu'on ne voit pas qu'il y avait eu des réparations. Donc voilà, c'est vraiment, une technique qui est extrêmement fine et moi j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là parce que quand on sait que personnellement le jour de la distribution de patience, j'ai pas voulu attendre, j'en avais marre donc je suis partie. Donc voilà, alors des trucs comme ça qui prennent des heures et des heures, moi je les regarde là en disant: «Mais comment tu fais quoi?» Et voilà, et donc on a aussi par exemple des bijoux qui sont réalisés et cetera. Donc notre jeune Eridan va vivre, des aventures où il va se retrouver dans qui va retrouver des maîtres qui vont lui apprendre à fabriquer des vitraux et il est tellement doué qu'il va passer les échelons très vite. Et notre jeune Brunehaut, elle va continuer son chemin, en tant qu'artiste. Alors ça aussi, je pense que c'est important de l'expliquer, c'est que à cette époque-là, au Moyen Âge, quand on était artiste, on était un peu les réprouvés. C'est-à-dire qu'on aimait bien recevoir les artistes, les jongleurs, les troubadours, comme on les appelait, dans les châteaux, pour animer les soirées, pour animer les banquets, tout ça, parce que c'était bien sympa d'avoir de la musique ou d'avoir du spectacle. On n'avait pas la télé à cette époque-là, hein. Mais par contre, voilà, c'était des gens du voyage, c'était des gens qui pouvaient se marier, mais uniquement entre eux. On n'aurait pas vu un châtelain aller se marier avec une belle chanteuse comme Bruno. Impossible. Il se mariait dans sa, comment dire, dans pas sa caste, mais dans son rang, voilà, je retrouve le mot. Et par exemple, s'il était duc, il se mariait avec une fille de duc, d'office. L'amour, on n'y pense pas, hein. C'était garder le titre, garder le sang pur et surtout garder les terres. C'était ça le plus important, les terres et les richesses. Eux, ils ne sont pas concernés parce qu'elle, de toute manière, elle ne sait pas d'où elle vient. Peut-être qu'elle est issue d'un noble et d'une dame noble qui l'a abandonnée à la naissance parce que, voilà, peut-être qu'elle était, comment dire? Elle a été conçue hors mariage, enfin hors mariage, pas avec le mari officiel. Et Eridan, lui, de toute manière, fils de Essartier, heu, voilà, c'est de la portion congrue, c'est juste de la main-d'œuvre pas chère et c'est tout, quoi. Par rapport à mon avis sur le livre, eh bien, j'ai trouvé que c'était, palpitant. Moi, je l'ai lu assez rapidement parce que bon, en plus, il a, 157 pages donc voilà. Pour une lectrice comme moi, ça, c'est, 2 jours, à peu près. Quand je passe comme ça dans le train et tout, 2 jours et alors, quand je l'ai fini, je dis: je veux la suite maintenant» parce que, je me dis: «Il doit y avoir quand même quelque chose pour raconter la suite, pour comprendre un peu mieux le passé de chaque personnage». Hem Et donc, comme je disais, c'est très palpitant. J'ai beaucoup aimé la description des gardiens du sceau de la toute-puissance, l'intervention de la confrérie du basilic. On a vraiment, des scènes qui se succèdent, mais assez vite, mais en même temps de telle manière à ce qu'on n'est pas perdu. C'est ça qui est bien et puis de toute manière, tout est quand même assez imbriqué. Donc, voilà, libre à nous après de comprendre, comment c'est imbriqué et qui appartient à quelle confrérie ou oui, confrérie ou quelle, société des gardiens du sceau. Pour, mon personnage préféré, j'hésite parce que j'aime beaucoup ceux qui ont formé le Eridan, les 2 frères qui sont comme je disais, des compagnons, il me semble, ou des maîtres, je ne sais plus, enfin des vitriers. Enfin non pas des vitriers, comment on appelle ça? J'arrête pas de bégayer, c'est une horreur. Des personnes qui s'occupent des vitraux. On va faire une petite pause, je vais aller chercher. Je sais même pas si c'est mis dedans. Enfin les artistes qui sont spécialistes des vitraux. Là, on va s'en sortir comme ça et voilà, ils sont assez attachants parce que, par rapport à leur art, par rapport à la manière d'accueillir le gamin, parce que bon, quelque part, il est très jeune, hein, Eridan,
il fait plus penser à leur fils qu'à un confrère. Et puis, j'aime beaucoup aussi leur gestion du chantier. Parce que bah, on est quand même sur un chantier où chacun tire la couverture de son côté, et je trouve qu'ils s'en sortent avec grand brio. Donc voilà, c'était vraiment mes personnages, c'est ceux qui m'ont fait le plus sourire. Asselin et je ne sais plus comment s'appelle son frère, mais c'était voilà, vraiment deux personnages assez truculents, comme on dirait. Et donc après, à qui je recommanderais ça? Bah justement, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que c'est une histoire qui est écrite à destination des adolescents. Et je suis très contente d'encourager des ados à lire, parce que personnellement, je voudrais animer aussi des ateliers d'écriture pour les ados, parce que je pense que les ados, si tu me regardes, tu as plein de choses à dire, plein de choses très sympas. Et pour bien écrire, il faut aussi lire. Lire pour aller voir des tournures de phrases, pour apprendre du vocabulaire, pour comprendre comment le livre est construit, les personnages, etc. Et ça, c'est un très bon exercice avec un super livre où tu ne t'ennuies pas, où ça tourne très vite. Et donc, bah, je dirais que les parents d'ados, lis-le, parce que ça se lit bien, c'est cool, ça fait replonger au Moyen-Âge et c'est très sympa, avec une thématique vraiment forte. Et la famille des ados qui veulent leur offrir, n'hésite pas, lis-le aussi, et puis offre-en un à ton ado, parce que je pense que comme ça, vous pourrez discuter, si, c'est possible de discuter avec des ados, et vous pourrez échanger sur vos points de vue à propos de ce livre. Moi, je te laisse avec ma présentation, et je te dis à très vite pour d'autres chroniques. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, bah, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple, dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité. C'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, bah, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2, et elle part en voyage avec son mari parce que bah, elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement, est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire, par biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent qu'ils intéressent personne,
ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un, mais on peut faire des retours constructifs et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va quoi. Non, un texte, ça se travaille et puis, bah, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo. Et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, bah, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.